Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être au rendez-vous du 20h politique, comme tous les soirs, en direct sur BFM TV. Ce soir, pour reparler de l'évolution du conflit à la SNCF. Alors, on savait que c'était le Premier ministre qui reprenait les choses en main, entouré de la ministre des Transports, de différents représentants des syndicats. Il s'agit de trouver une manière de sortir de ce conflit. Quand on regarde précisément ce qui s'est dit aujourd'hui, on a un chef du gouvernement qui campe sur certaines positions. Les 3 piliers de la réforme, il ne les touchera pas. CGT, Force ouvrière, Sud disent nous non plus, on ne bougera pas. Et puis on va peut-être jouer avec 2 autres syndicats qui sont l'UNSA et la CFDT. Mais on est dans une espèce d'équation quand même très compliquée et à plusieurs inconnus. Donc on va y revenir dans un instant. Air France aussi, c'est un conflit social. L'État a quand même plus de 14% encore dans Air France. Alors à l'instant, la réunion vient de se terminer. Les syndicats attendent de nouvelles propositions de la direction. Ils vont réunir l'ensemble de leurs représentants. Et puis demain, on verra si on fait de nouvelles propositions à la direction, si on continue la grève ou pas. Le tout s'inscrit dans un anniversaire, et je mets des guillemets, c'est-à-dire 1 an d'Emmanuel Macron, et dans un nouveau documentaire consacré au président de la République et son année passée à l'Élysée. Il y a une petite phrase qui a du mal à passer concernant les APL. Emmanuel Macron dit que le summum de la lutte pour certains, c'est de préserver les APL eu égard au sacrifice qu'ont fait d'autres. Et il a une comparaison hasardeuse avec le gendarme Beltrame. Comme tous les soirs sur la SNCF, par exemple sur Air France, ou les 1 an d'Emmanuel Macron, c'est à vous à nous dire en un peu plus de 140 signes ce que vous pensez avec le hashtag 20HPol. Édouard Philippe a donc rencontré aujourd'hui les syndicats, leurs représentants, pour parler de la réforme de la SNCF, de la consultation, de la volonté du gouvernement d'aller jusqu'au bout, sachant qu'elle a déjà passé en première lecture et qu'avant la fin mai, elle arrivera devant le Sénat. Donc, le chef du gouvernement a discuté, propose un second round de négociations la semaine prochaine, mais Édouard Philippe, il a été clair, ce qui a été voté ne bougera pas. Le gouvernement avait pris 3 décisions validées par l'Assemblée nationale à une très large majorité, sur lesquelles nous ne reviendrions pas. Je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus rien à discuter. La fermeté n'interdit ni l'ouverture, ni la discussion. Une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire qu'on ne va pas très loin. Mais quand on lit ce qu'a dit Édouard Philippe ensuite, on ne bougera pas sur la transformation de la société, on ne bougera pas sur le statut du cheminot, on ne bougera pas sur l'ouverture à la concurrence. Alors, si c'est pour recevoir tout le monde et dire que sur les 3 piliers, on ne bougera pas, mais qu'on peut parler dette et investissement, j'allais vous dire, mon cher Thierry Arnaud, que ça laisse pas beaucoup de place quand même à la discussion. Oui, mais il faut reconnaître qu'Édouard Philippe, il dit la même chose depuis le début. Et il disait encore quasiment mot pour mot la même chose à Route lorsqu'elle est allée l'interroger mercredi dernier à Bourges. L'objectif de cette journée, c'était pas d'abandonner la réforme, c'était pas de faire des concessions aux syndicats telles qu'elles allaient permettre de les voir sortir de Matignon et de nous dire que la grève était terminée et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. L'objectif, c'était dans un cadre restreint de montrer qu'on pouvait bouger sur un certain nombre de choses, et notamment, vous les avez cités, la dette et l'investissement. Pourquoi ? Il y a au fond 2 ambitions quand on fait ça. La première, la plus immédiate, c'est de commencer autant que possible à fissurer le front syndical et à faire en sorte que cette unité syndicale qui existe depuis le début, elle commence à s'effriter un peu et qu'on puisse entamer, vous l'avez dit en titre à l'instant, notamment avec la CFDT et avec l'UNSA, un dialogue un peu plus constructif, même si, et la CFDT vient de le faire, pour l'instant elle dit on continue la grève, ils ne vont pas évidemment lâcher tout de suite. Et puis derrière ça, il y a évidemment une autre ambition qui est très importante, c'est on parle aux Français aussi. Quand on s'adresse aux syndicats. Et il faut essayer de faire en sorte de gagner la bataille de l'opinion publique. Ça, c'est évidemment très important. Et au fond, cette journée, elle est aussi, du point de vue d'Édouard Philippe, calculée pour ça. Montrer que le gouvernement est à la fois ferme, il tient sa réforme, il continue à avancer, mais en même temps, il le fait dans un esprit
aussi constructif que possible, raisonnable en quelque sorte, avançant avec les syndicats sur les thèmes sur lesquels ils jugent qu'on peut encore avancer. Oui, mais justement, il y a quelques minutes, c'était avec Philippe Martinez au Hôtel Crève. Donc c'était intéressant de voir la manière dont la journée s'était déroulée et quelles conclusions. Bon, vous allez me dire qu'il n'y avait pas de surprise peut-être sur ce qu'il allait dire, le numéro 1 de la CGT, mais quelles conclusions il en tirait il y a quelques minutes ici en direct sur BFM TV. Compte tenu qu'il n'y a pas eu de réponse, et je crois que l'ensemble des organisations syndicales ne sont pas satisfaites de ce rendez-vous, eh bien, nous invitons les cheminots à faire de cette journée du 14 mai une journée sans cheminots, une journée de mobilisation forte et dans l'unité, parce que c'est en préservant cette unité que les revendications pourront aboutir. À la préservation de l'unité, nous dit Philippe Martinez. Je vais revenir juste un moment sur l'importance du rendez-vous d'aujourd'hui. D'une part, c'est que Édouard Philippe s'est saisi lui-même, et cela, un certain nombre de syndicats le voulaient. D'autre part, il a donné une forme de coup d'accélérateur sur un certain nombre de questions où il a demandé qu'on donne des réponses aux syndicats, tous, pas seulement la CGT. Évidemment, Philippe Martinez a expliqué, on a posé des questions, mais tous les syndicats voulaient des réponses très concrètes, très précises sur que se passe-t-il si vous partez de la SNCF pour aller dans une autre compagnie, et quels droits on emporte exactement, quels sont social, les... Oui, mais bon, c'est beaucoup plus technique aussi. Enfin, et ça, il n'avait pas de réponse. Donc là, on a le sentiment aussi qu'Édouard Philippe a aussi, en prenant les choses en main, demandé à ses propres équipes d'accélérer les réponses. Là-dessus, il se retrouve face à des syndicats qui vont lui faire des propositions et qui, certaines, il va pouvoir les reprendre et d'autres, il va pouvoir les rejeter. Et c'est là que va se faire la fissure, l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui vont vraiment arriver avec des propositions, on va dire, acceptables. Bon, et d'autres, on sait que non. Alors, Berger a déjà dit qu'il y a 40 propositions qu'il veut faire. Philippe Martinez avait fait une forme de contre-projet. Laurent Berger a dit que la discussion a eu lieu déjà. Oui. Voilà, les termes sont importants. Et puis, il y a l'accélération du calendrier quand même. C'est très important parce que il y avait le sentiment de la part des syndicats qui discutaient qu'ils avaient en face d'eux des gens qui n'avaient pas tous les éléments de leur dossier. Pas seulement la ministre, mais à tous les niveaux, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas du tout le projet en main. Donc là, il y a accélération, il y a des deadlines, comme on dit, des dates limites. Ensuite, sur le 14 mai, moi, il m'a semblé, en écoutant Philippe Martinez, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a quand même une fatigue, et c'est normal, y compris de la part des cheminots, de ce mouvement de grève. Et c'est normal. Donc, cette journée sans cheminots qui va proposer, ça ne veut pas dire que ça va être accepté par tous les syndicats, mais ça peut être une forme de baroud d'honneur. Ça peut être une forme de dernier moment où ils insistent beaucoup. Ensuite, il y a les réponses du gouvernement. Voilà, le 23 mai. Et puis après, peut-être qu'il faudra bien s'arrêter à un moment donné. On a bien l'impression que quand il parle de ce calendrier, quand il le déroule, Édouard Philippe, qu'il explique que le 25 mai, le texte arrive au Sénat et qu'il reverra les syndicats une fois avant. On a quand même un peu l'impression que ce qu'il a en tête, c'est que ces dates-là, ce sont les dates de la fin de la partie, en quelque sorte. On a entendu Édouard Philippe, le chef du gouvernement, qui recevait aujourd'hui. On a entendu Philippe Martinez camper sur ses positions. Et puis vous le disiez, on a un chef du gouvernement qui va essayer de jouer peut-être sur des fissures syndicales, ou tout du moins des divergences syndicales. L'UNSA était au rendez-vous aujourd'hui. Sont les autonomes qui sont plutôt, on va dire, dans le camp UNSA, CFDT, de ceux qui sont à l'écoute et qui font des propositions et qui sont prêts à discuter. Voilà ce que disait l'UNSA. On entend également les ouvertures, mais sans contenu sur la question de la reprise de la dette et de l'évolution de l'entreprise d'ici 2020. Des sujets importants aujourd'hui qui restent un peu en attente. Mais c'est en fait compte ce laps de temps qu'on devra utiliser au mieux, à savoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'examen du texte au Sénat, et également la proposition du Premier ministre de nous faire un complément d'information justement avant cette discussion au Sénat. Oui, donc on a ce laps de temps, ce qu'a dit Édouard Philippe, le projet a été adopté en première lecture, il y a les journées d'action sans cheminots, et puis le texte arrive au Sénat. Donc on a une fenêtre de quoi ? De 15 jours, quoi, grosso modo, c'est ça ? Oui, c'est ça, 15 jours, 3 semaines avant que le texte revienne au Sénat. Vous savez, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est un grand classique, c'est une forme de pièce de théâtre, où beaucoup de ceux qui étaient là aujourd'hui connaissent leur texte à l'avance, y compris ce qu'ils vont dire quand ils entrent à Matignon, et y compris ce qu'ils disent quand ils en sortent. Mais il faut quand même écouter la partition de chacun. Or, ce que j'entends, moi,
voit ce soir, c'est qu'on a un syndicat, la CFDT, qui dit « je vais faire une quarantaine de propositions et notamment des amendements qui seront portés dès la lecture au Sénat ». Premier acte, c'est la CFDT. Oui. Deuxième acte, j'entends l'UNSA qui dit « il y a quand même des ouvertures, il y a des avancées, notamment sur le calendrier de reprise de la dette ». Et là, pour le coup, le Premier ministre, il a été clair. Alors certes, il n'a pas donné d'informations très nouvelles. Ça avait déjà été évoqué, y compris par le chef de l'État. Mais en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura reprise progressive de la dette d'ici 2022, à condition qu'il y ait une... peut-être un chiffre précis qui sera donné avant le passage au Sénat. Absolument. Et ça, c'est aussi une nouveauté d'aujourd'hui. Et le Premier ministre a rajouté autre chose, c'est cette fameuse règle d'or. Il faut que d'ici la fin du quinquennat, non seulement la SNCF ne soit plus déficitaire, mais mettre en place un mécanisme qui fait qu'elle ne le redevienne pas une fois que l'État aura repris la dette. Pardon, ça fait quand même des avancées importantes. Et ce que disait Thierry, à mon avis, c'est ça l'objectif du Premier ministre, c'est de diviser le front syndical. Il y a commencé aujourd'hui. D'accord, mais regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Gare du Nord, gare Montparnasse et gare de l'Est. On a des images de la gare Montparnasse. On a eu un face-à-face avec les CRS. Ça a été assez tendu. Ce sont les gens de Sudrail qui sont arrivés, avec quelques éléments un peu plus radicaux, comme vous le voyez sur ces images. Donc attention aussi. Je ne dis pas que ce qui s'est passé aujourd'hui, gare Montparnasse, gare du Nord, où c'est d'ailleurs toujours en cours. Il paraît qu'il y a en ce moment quelques éléments aussi de Sudrail qui sont encore dans le face-à-face avec les CRS, où ça vient de se terminer il y a quelques minutes. Donc, est-ce qu'on n'a pas un risque, tout du moins, d'avoir une partie de cette base qui se radicalise en disant non. Et vous savez ce qu'on entend ? Collabo avec le gouvernement, on n'en veut pas, on ne sort pas. Souvenez-vous ce qui s'est passé en 95. Les images que l'on voit là à l'instant à l'antenne, c'est la preuve que le mouvement est en train de s'essouffler. Et donc, quand un mouvement s'essouffle, automatiquement, il y a une forme de radicalisation. Il faut le dire. Aller comme ça dans les gares, empêcher les gens de prendre leur train et commettre des actes qui ne sont pas défendables n'a rien à voir avec les manifestations qu'on a pu avoir, avec les revendications qui peuvent être légitimes de la part des cheminots. Ce genre d'action-là, on ne peut pas les défendre. Donc, et en même temps, il faut le dire, c'est quasiment automatique quand un mouvement s'essouffle. C'est ça le signe. Quand le mouvement s'essouffle, il y a radicalisation. On a ces images, et puis souvenez-vous, ce week-end, les cheminots qui sont allés au siège de la République en marche, c'est exactement du même ordre, de mon point de vue. C'est la pièce de théâtre dont parlait Laurent, dans laquelle cette partition-là, c'est de pousser à durcir un peu le mouvement. Oui, mais alors là-dedans, tout le monde joue sa partition. Mais qui n'a pas de train ou est pénalisé sur les trains jusqu'à la fin du mois de juin? Qui aujourd'hui s'est retrouvé en rade, sur les quais? Ce sont les clients, ce sont les usagers. Alors je veux bien que tout le monde soit là, essayer de trouver la sortie de crise, et c'est le plus important. Enfin, à un moment ou à un autre, il faudra parler quand même remboursement des abonnements. Et il faudra dire aussi quand est-ce que les trains se remettront à rouler normalement. D'où la réception aussi aujourd'hui à l'hôtel de Matignon. Et c'est la première fois qu'ils y allaient. Des représentants des clients. On dit les usagers parce que c'est le service public, on joue sur les mots. En fait, ils sont pénalisés l'équivalent de 3 jours sur 5, puisque la veille, il y a des perturbations et le lendemain, il y a aussi des perturbations. C'est ce qui fait que nous demandons des dédommagements pour les abonnés qui sont de l'ordre de 60%. Vous pensez que vous aurez gain de cause ? En tout cas, c'est une demande que nous faisons au Premier ministre, au gouvernement et aux régions qui organisent les transports en région. Il faut commencer par demander, en justifiant pourquoi on a besoin de ces dédommagements. Après, il faut continuer la concertation. On peut légitimement l'entendre, ça, quand même, aussi. Alors, c'est pas politique, mais enfin, les représentants des clients, ils disent, dites donc, nous, là-dedans, on a quand même perdu de l'argent et perdu du temps. Vous aurez remarqué que c'est pas maladroit politiquement de recevoir le même jour et les syndicats et puis les représentants des usagers, parce que je vous disais tout à l'heure, quand on parle aux syndicats, on parle aux Français, on livre aussi la bataille devant l'opinion publique, et donc avoir quelqu'un qui, depuis la cour de Matignon, vous rappelle les désagréments subis par les centaines de milliers de passagers qui les subissent depuis 15 jours maintenant, c'est évidemment utile de ce point de vue. Et on a encore une nouvelle salve de grève qui démarre ce soir à l'instant et qui va jusqu'à jeudi. Non mais quand je vous demandais la sortie de crise,
qu'est-ce qu'elle implique pour les clients? C'est-à-dire qu'au moment où les syndicats disent on négocie, on a trouvé un terrain d'accord, est-ce que la grève va s'arrêter à ce moment-là? Parce que c'est ça que le gouvernement doit obtenir. Laurent, vous avez l'air dubitatif. Je suis dubitatif. De la même manière que le Premier ministre dit nous serons déterminés, jetant la main, mais cette main, elle est ferme. De la même manière, au moins un certain nombre des 4 ou 5 syndicats importants de la SNCF iront jusqu'au bout. Tant que la réforme ne sera pas votée, signée, validée, ratifiée, il y aura encore à la SNCF des cheminots et des syndicats pour défendre la grève. Attention, il s'est quand même passé quelque chose d'important. On n'en a peut-être pas parlé là ce soir, mais c'est la négociation de la convention collective de branche. L'État a accepté quasi clairement de participer à ces négociations. Vous savez que normalement, autour de la table, il y a juste les syndicats de salariés et le patronat. Il y aura l'État. Et moi, je vous pose une question ce soir. Et pour le moment, personne n'est capable de répondre à cette question. Pourquoi n'a-t-on pas commencé à négocier sérieusement cette convention collective avant de présenter la réforme? Vous parliez des usagers. Peut-être que cette grève, elle aurait eu lieu de toute façon, mais peut-être qu'elle aurait été moins dure, moins longue pour les usagers. Or, cette convention collective, on a commencé à la négocier depuis 2014. On est en 2018. Oui. Tout est arrêté, rien n'a avancé. Je ne suis pas sûr, Laurent, parce qu'il y a un côté tellement emblématique dans ce texte. On sait bien du côté du gouvernement comme du côté des syndicats que, comme disait Pagnol, c'est ici que la partie se gagne ou se perd. Donc, il y a quand même un côté symbolique dans cette réforme sans doute, qui va au-delà du sort de la seule SNCF. Et pour ça, il fallait que les syndicats en fassent un sujet, quel que soit l'état des négociations. Et le gouvernement aussi. Bien sûr. Et naturellement le gouvernement aussi. On a un autre conflit aussi qui est toujours en cours et qui a d'ailleurs coûté son siège à Jean-Marc Janaillac. C'est le conflit d'Air France. Et M. Janaillac, c'est le PDG. Il a démissionné parce que lors de la consultation, les syndicats ont refusé les propositions de la direction. Les syndicats, l'intersyndicale, ils se sont retrouvés aujourd'hui. Pas de proposition, pas de contre-proposition. Voilà ce qu'il disait à la sortie de la réunion à Amélie Rosic. Alors ce qu'on a décidé, c'est qu'on communiquerait déjà en premier aux salariés et que le projet est toujours en cours d'écriture, donc on communiquera demain dans la journée la position de l'intersyndicale. L'intersyndicale, depuis le début, est unie, bien qu'il y ait eu des tentatives pour la fissurer ou la casser. Nous sommes toujours aussi soudés que nous l'étions le 22 février. Donc les syndicats, là encore, veulent rester unis. Ils se verront demain. On verra comment, si on formule d'autres propositions ou si la grève continue. 80% des vols sont assurés, il faut le rappeler. Mais hier, il était intéressant d'entendre sur BFM TV, il était avec vous Thierry, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, quand vous lui avez demandé mais est-ce que c'est la survie de la compagnie qui se joue? Voilà ce qu'il vous a répondu, c'était très clair. Je considère que les demandes des pilotes ne sont pas justifiées. Je le dis là aussi avec beaucoup de simplicité. Quand on a le niveau de rémunération actuel des pilotes, que l'on sait que l'entreprise est en danger, on ne demande pas des revendications salariales aussi élevées que celles qui sont aujourd'hui sur la table. Et j'espère qu'au bout du compte, la raison reviendra. Et sinon, la compagnie va mourir, a-t-il ajouté Bruno Le Maire. Et c'est le ministre de l'économie qui parle. Et la France, enfin l'État, a encore plus de 14% dans le capital. C'est l'actionnaire de référence d'Air France. Et donc c'est vrai qu'il a fait clairement monter la pression hier, Bruno Le Maire, avec des mots très durs, en disant effectivement la compagnie peut mourir. Il n'est pas question que l'État, dans l'état actuel des choses, participe à une recapitalisation, donc remettre au pot dans l'entreprise, ça c'était aussi un message très fort. Et puis le troisième message, on vient d'entendre spécifiquement, c'était que les revendications des pilotes ne sont pas acceptables. Et je peux dire que ce message, il a fait beaucoup de bruit aujourd'hui. On a vu la façon dont le cours d'Air France en bourse a évolué dans la journée. Et je crois que l'objectif de son point de vue, il était assez clair. C'était de faire comprendre que l'État tapait du poing sur la table en quelque sorte et disait maintenant ça suffit et qu'il fallait que les discussions changent de nature et changent de niveau. Mais je rappelle que dans cette histoire, il n'y a pas que le syndicat des pilotes, c'est l'intersyndicale, c'est l'ensemble des personnels. Et j'ai entendu, un référendum, j'ai entendu aujourd'hui. Sur ce sujet-là, juste, c'est très intéressant. J'ai interrogé Bruno Le Maire aussi. Je lui ai dit, indépendamment d'Air France, est-ce que l'idée de soumettre qu'un patron comme ça mette son mandat dans la balance, alors il n'a pas voulu répondre. On a bien compris. Il a juré évidemment que l'État n'y était pour rien. Non, ils ont parié, ils ont perdu. Et du coup,
peut-être pas très malin. Il y a un petit souci, c'est de bonne guerre de la part de Bruno Le Maire de mettre tout sur le dos des pilotes. Et c'est vrai que les pilotes ont un rôle moteur, sans mauvais jeu de mots, dans cette grève. Ça ne fait aucun doute. Et ça choque beaucoup de gens que des pilotes entre 12 et 15 000 euros hurlent pour des augmentations de salaire qui ne leur suffisent pas. Effectivement, ça met beaucoup de gens en colère, ça choque beaucoup de gens. Mais, et il y a un mais, c'est que quand il y a eu ce référendum qui a voté à 54% non, c'est 80% des salariés de Air France qui sont allés voter. C'est-à-dire presque autant que le précédent référendum. Donc, c'est pas seulement les pilotes qui sont allés dire non. Donc, ça veut dire qu'au-delà des pilotes, il y a bien un problème quand même dans l'entreprise. Peut-être un problème de répartition des richesses, peut-être un problème de salaire qui ne touche pas que les pilotes. Alors oui, les pilotes, on trouve ça choquant parce qu'ils ont des très hauts salaires. Mais il y a tous les autres, les personnels au sol, les personnels navigants. Et visiblement, ceux-là, majoritairement, ils étaient contre. Oui, parce que, y compris tout à l'heure, Philippe Martinez de la STGT disait, parce que a priori, c'est pas tout à fait le syndicat des pilotes, il a dit, mais tous les salariés ont perdu du pouvoir d'achat. La question sur Air France est une question aussi de relations sociales, de bonne appréhension, de bonne compréhension du climat social dans cette entreprise, qui a été marquée par de nombreux conflits. Et peut-être que quand même, on peut dire qu'il y a eu des maladresses, en tout cas dans la méthode, dans les négociations. Et c'est sûr que pour en arriver à un référendum qui soit un démenti aussi violent d'une direction, c'est qu'il y a eu une mauvaise interprétation d'une situation. Ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas des différences de perception de ce conflit par les différents personnels. On revient à l'objectif politique de Bruno Le Maire. Hier, il était à la fois important et intéressant, c'était de dire que on pouvait s'imaginer que, puisque l'État a 15% du capital, que c'est l'actionnaire de référence et que ça s'appelle Air France, au fond, on s'en sortirait toujours. On ne laisserait pas cette entreprise mourir. Elle serait toujours sauvée par cet État qui considérait que cette entreprise dont il est l'actionnaire de référence, elle ne peut pas disparaître. Eh bien, Bruno Le Maire l'a dit, si. Il y a d'autres nationales. Bien sûr. Et on verra demain. Emmanuel Macron, un an à l'Élysée, le chef de l'État est au centre d'un nouveau documentaire. Et on va s'arrêter simplement sur une phrase. Certes, elle est sortie du contexte du documentaire et on verra demain l'intégralité. Mais voilà ce que dit Emmanuel Macron. Ceux qui pensent que le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Et il fait un parallèle en parlant du colonel Bertram qui est mort parce que la France sont des idées, des valeurs, quelque chose d'une guerre qui les dépasse. Et donc, Emmanuel Macron parle de valeurs avec un sacrifice et de valeurs sur lesquelles on n'est pas sûr qu'il faille se battre et s'arc-bouter. Laurent Neumann, est-ce bien malin de la part du chef d'État? Je note au passage qu'il voulait prendre de la distance avec la presse, parler beaucoup moins et qui finalement en fait des caisses quand même depuis quelques semaines. Monsieur Neumann. Est-ce que vous trouvez que c'est malin? Non, cette phrase, elle arrive très mal en plus dans le contexte. On est dans un contexte de contestation sociale. C'est pas très malin. Et en plus, je trouve que c'est faux. C'est faux parce qu'on a vu par le passé, dans l'histoire, des révolutions qui démarrent sur une étincelle, un symbole, quelque chose de rien. Et pour autant, 50 €, c'est pas rien. C'est pas rien pour ceux qui sont concernés. Mais du coup, il donne l'impression d'être de nouveau hors sol, Emmanuel Macron, ou d'être méprisant à travers cette phrase. Oui. De laisser de côté, si vous voulez, ceux qui vraiment se battent. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron n'a jamais su bien faire, c'est... on peut dire accepter les critiques ou en tout cas reconnaître des erreurs. Parce que ce sujet-là me paraît totalement emblématique. Julien Denormandie, qui est le ministre qui est en charge du logement, a reconnu que la baisse des APL était une erreur. Emmanuel Macron, il ne sait pas reconnaître une erreur et on a l'impression qu'il veut, au lieu de reconnaître l'erreur, il fait qui tout double en quelque sorte, il va dans la surenchère. Et là, pour le coup, dans le contexte, cette phrase sur ce sujet, elle est politiquement maladroite. Alors, c'est vrai qu'il faut voir l'ensemble du documentaire. Moi, je reste un tout petit peu prudente parce qu'il faut quand même regarder l'ensemble du raisonnement. Mais mettre en parallèle de toute façon les deux raisonnements, c'est déjà très risqué. C'est déjà très... D'autant plus que ces valeurs... Enfin, en plus, il a l'air de dire que, y compris les valeurs du colonel Beltrame et la souffrance et toutes ces valeurs de la France, c'est aussi récent. Non, ce sont des valeurs qui ont été défendues par beaucoup de Français et parfois peut-être les mêmes. Ceux qui vont manifester contre la baisse des APL, ils ont aussi défendu ces valeurs. Donc il faut faire attention. Encore une fois, il faut voir l'ensemble et le contexte du documentaire pour juger précisément de... Sauf que mais il
qu'il y a une forme de maladresse. C'est pas la première fois que sur ce genre de choses, il se fait rattraper par la patrouille. Oui, parce qu'il est agacé, je crois, et l'agacement chez Emmanuel Macron est souvent un mauvais conseiller. Souvenez-vous de la petite phrase, je crois que c'était avec un président de conseil régional, c'était avec M. Rousset, lorsqu'il avait dit là, il y a ceux qui foutent le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'il y a des offres d'emploi. Et puis quand il s'était fait interpeller aussi sur son costume, il y a eu le tutoiement. Vous me dites, hein, si je me trompe, si tu veux un costard, t'as qu'à travailler pour te le payer. C'était pendant la campagne. Oui, mais bon, on ne change pas, comme quoi, que ce soit pendant la campagne ou ensuite à l'Élysée, on ne change pas fondamentalement la nature d'un homme, si vous voulez. Et donc là, c'est peut-être quelque chose sur lequel il doit travailler. Et qui peut lui coûter non seulement des points, mais faire gonfler de l'acrimonie. Si j'osais le parallèle avec Air France, je vous dirais... non, mais je vous dirais que peut-être dans ce référendum, il y a, de ce référendum raté pour Air France, il y a un rejet de la méthode, de la discussion, et qu'il faut que Emmanuel Macron fasse attention à ce que le fond passe avant la forme, et que la forme ne surpasse pas le fond. Préjudiciable au fond. Exactement. Et que la forme ne heurte pas... Bon, c'est pas le cas, en l'occurrence, la plupart du temps, mais de temps en temps, ça peut arriver. Or, ça peut s'accumuler. Il y a quand même un petit problème de fond, et c'est le reproche que beaucoup de gens font à Emmanuel Macron. Il avait promis d'être le président du « et en même temps », capable de marcher et sur sa jambe gauche et sur sa jambe droite. Or, la jambe gauche, visiblement, elle boite sérieusement, et cette question des APL, justement, c'est la jambe gauche. Et ça l'agace sans doute que ces critiques viennent sans arrêt lui rappeler qu'un certain nombre de décisions symboliques ont été prises et qui font plaisir à un électorat, pardon pour le clivage de l'ancien monde, un électorat traditionnellement de droite, et que d'autres décisions qu'on attend toujours n'ont pas été prises pour faire plaisir à un électorat de gauche. On va regarder vos réactions via le réseau social Twitter. 4 qui ont été sélectionnés. Voyons comment vous commentez l'actualité avec nous. Train, avion en grève, voiture à 80 km/h. Les déplacements n'ont jamais été aussi compliqués. Sous Hollande, la France souffrait d'immobilisme. Avec Macron, les Français sont immobilisés. Deuxième, demander une augmentation, oui, mais pas quand l'entreprise va mal, c'est pour Air France. On nous dit qu'on gagne de l'argent, Air France. C'est une belle compagnie qui risque de disparaître par la bêtise, ses syndicats en particulier. Ça sent le gâchis. Le troisième à venir, pour certaines personnes, le summum de la lutte, c'est survivre et non pas de mourir. Il n'est jamais plaisant de devoir compter sur les APL pour essayer de boucler ses fins de mois, car le travail ne paie plus. Scandaleux, les propos du président. Et puis l'instrumentalisation de la mort d'un lieutenant-colonel en service à des fins politiques traduit une profonde médiocrité. Dans un instant, on se retrouve pour reparler des négociations à la SNCF et nous serons en direct avec Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Dès 21h, accompagnée de ses chroniqueurs, Nathalie Lévy accueille chaque soir des débats enflammés et vous offre un regard plus riche sur l'actualité de la journée. L'info sur un ton différent, c'est News et compagnie. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Bonjour, recevez les interviews. Goûtez l'excellence, l'Or Espresso. Maintenant dans une capsule aluminium, compatible avec votre machine espresso à capsule. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Avec Expedia, quand vous réservez votre vol et hôtel en même temps, vous faites souvent des économies. La Résistance française, demain à 20h50 sur RMC Découverte. Vous rêvez de cuisiner du bout des doigts? Découvrez le robot cuiseur Compagnon XL. La plus grande capacité pour découper, préparer et cuire. À 2 comme à 10, la semaine comme le week-end. Avec Compagnon XL de Moulinex, tous les jours sont faits maison. Moulinex. Et maintenant, soyez accompagnés à chaque étape de votre recette avec votre iCompagnon XL connecté. Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût.
Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. Dis papa, on conduit comment dans le futur? Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Écoutez votre instinct. Aura, Mugler, l'eau de parfum et la nouvelle eau de toilette. Du bon blé, du bon pain, de bons copains. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Je t'aime mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Scandale, le nouveau parfum féminin de Jean-Paul Gaultier. ManoMano.fr souhaite la bienvenue à tous les bricoleurs. Bienvenue à toi, l'artiste. Bienvenue à toi, l'illusionniste. ManoMano.fr, cliquez, bricolez, jardinez. Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Avez-vous déjà remarqué qu'il existe plusieurs prix pour une même chambre? Ok Victor, laisse-moi te donner un coup de main. Ok. Ce qui veut vraiment dire, c'est qu'une même chambre d'hôtel peut avoir jusqu'à 10 tarifs différents sur Internet. Résultat, même si vous passez du temps à chercher, rien ne vous garantit le meilleur prix. Alors, avant de réserver, vérifiez une dernière fois. Ayez le réflexe, Trivago. Trivago compare les prix de plus de 200 sites pour vous permettre de trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Il est temps de reprendre le fil de l'actualité. 20h30 live en direct jusqu'à 21h. Ce soir, nous allons revenir sur la réforme de la SNCF. La journée de discussion auprès du Premier ministre. CGT, FO n'ont vu aucune avancée. CFDT, UNSA, prête à faire des propositions lors de la prochaine rencontre. Alors, est-ce qu'il y a une fenêtre de sortie de crise? Nous en parlons dans un instant avec Thierry Arnaud, chef du service politique de BFM TV, et surtout notre invitée, Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne. 20h30 live, transport, suite, Air France, toujours dans les turbulences sociales, sans PDG et des syndicats qui attendent de nouvelles propositions. La compagnie joue-t-elle sa survie? Comment rester compétitif dans un secteur aérien devenu ultra concurrentiel? Élément de réponse avec notre éditorialiste économique Emmanuel Le Chypre. 20h30 live au Kremlin. Poutine, plus que jamais maître de la Russie, réélu pour un 4e mandat de 6 ans. Le président a prêté serment aujourd'hui. Ulysse Gosset nous dira ce que cela signifie, bien sûr, pour les Russes et surtout pour la diplomatie européenne et internationale. Et puis dans ce 20h30 live, nous serons aussi en direct du bar des supporters aux Herbiers en Vendée à la veille de la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain.
Toute une ville et une région sont derrière les joueurs. Nous serons en direct avec Antoine Delard. La météo, demain matin, le temps restera bien ensoleillé sur les régions nord, sur la moitié sud du pays, ciel chargé avec quelques averses. Les températures au lever du jour, 9 du côté de Brest, on a 11 du côté de Caen et de Nancy, 13 à Bordeaux, 14 du côté de Biarritz et 16 degrés sur le pourtour méditerranéen. Point mort donc dans les négociations entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme de la SNCF. On a l'impression que chaque camp reste sur ses positions. Le Premier ministre ne reviendra pas sur les principales mesures de la transformation de la société des chemins de fer. C'est donc au sein même des syndicats qu'il pourrait dans les jours à venir y avoir divergence et donc évolution des propositions. Magali Chalet. Il l'avait déjà rappelé à plusieurs reprises. Face aux syndicats, le Premier ministre le réaffirme. Plusieurs points concernant le projet de réforme de la SNCF ne sont pas négociables. L'ouverture à la concurrence, la fin du recrutement au statut et le changement de statut de l'entreprise. Le gouvernement ne reviendra pas sur les grands principes que je viens d'évoquer. Je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus rien à discuter. La fermeté n'interdit ni l'ouverture, ni la discussion. En guise de main tendue, le Premier ministre invite les syndicats à de nouvelles rencontres autour du 25 mai. Pour les plus virulents d'entre eux, Édouard Philippe porte la responsabilité de la poursuite de la grève. Il n'y a pas de plan du Premier ministre, on nous renvoie à d'hypothétiques discussions et nous on continue à appeler les cheminots à se mobiliser par la grève. Une heure d'échange pour nous expliquer on ne touchera à rien et quoi qu'il arrive, nous aboutirons à la destruction du statut. Les syndicats les plus modérés placent tous leurs espoirs dans les 2 prochaines semaines. Moi je souhaite que dans cette période, l'ensemble des acteurs et notamment le gouvernement, mais aussi l'UTP, entendent les propositions qui seront faites par la CFDT et les autres organisations syndicales. Le chef du gouvernement a réaffirmé que l'État reprendrait la dette du groupe progressivement à partir de 2020. Pour rassurer les syndicats, il a aussi promis d'investir davantage dans la rénovation du réseau ferré national. Nous sommes en direct avec Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Bonsoir Madame la ministre. Avant de parler de la journée de discussion, je voudrais connaître votre réaction sur ces cheminots de Sudrail opposés à la réforme qui ont envahi successivement la gare Montparnasse, la gare de l'Est et la gare du Nord où il y a même eu quasiment un affrontement avec les CRS. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, il y a un droit de grève et il est évidemment pas contestable, mais par contre un droit au blocage, un droit à l'envahissement, alors que des nombreux usagers sont déjà pénalisés. Les images que j'ai vues, moi je les trouve inacceptables. Elisabeth Borne, quels enseignements vous tirez de la journée de discussion aujourd'hui autour du Premier ministre Édouard Philippe ? Cette journée, elle était importante au moment où on engage la 2e étape de la réforme, après le vote à l'Assemblée nationale et dans la perspective du débat au Sénat à la fin de ce mois. C'était l'occasion de présenter la position du gouvernement qui est à la fois de la fermeté. Il y a un certain nombre de principes qui ont été annoncés dès le départ sur lesquels on ne reviendra pas. Et en même temps, il y a des champs de discussion. Et donc le souhait du gouvernement et mon souhait que ces 15 jours soient le plus utile possible pour qu'on avance dans le dialogue sur les thèmes qui ont été présentés par le gouvernement. Oui, mais sauf qu'il y a 2 syndicats qui ne veulent pas avancer dans le dialogue. Ils l'ont dit, CGT et Sud et Force ouvrière. CGT et Force ouvrière essentiellement. Écoutez, chacun prend ses responsabilités. Ce qu'on a indiqué clairement, c'est que d'une part, il y a encore des éléments à finaliser pour le projet de loi qui sera présenté au Sénat. Il y a donc des amendements qui vont être déposés par le gouvernement. Moi, j'ai entendu qu'un syndicat a des propositions à faire. D'autres syndicats sont aussi dans le dialogue. Moi, je recevrai tous les syndicats qui le souhaitent ce vendredi pour regarder ensemble les amendements qui peuvent venir enrichir, compléter le projet de loi. Le Premier ministre a également fait une avancée importante en disant que nous allions reprendre la dette, comme le Président l'avait annoncé, mais que l'objectif, c'est vraiment de donner tous les atouts à la SNCF dans la concurrence, à la fois d'investir davantage dans le réseau et en même temps que la SNCF soit à l'équilibre
en 2022. Ça veut dire qu'elle puisse financer ses investissements sans accroître sa dette. Et puis il y a un champ très important pour les cheminots, c'est la convention collective et donc les discussions qui doivent s'engager au niveau de la branche. Et là encore, le gouvernement dit très clairement qu'il sera attentif à ce que les discussions soient menées de façon équilibrée au sein de la branche et que fin 2019, on ait une convention collective aboutie qui sera le cadre qui s'appliquera à l'ensemble des cheminots de toutes les entreprises. Et compte tenu des discussions sur tous ces sujets, est-ce que vous estimez possible, est-ce que vous espérez même que d'ici l'arrivée du texte devant le Sénat, le 25 mai, donc certains syndicats, au moins peut-être deux, finalement décident d'en terminer avec cette grève ? Je note qu'il y a des syndicats qui sont dans le dialogue et donc nous allons avancer avec les syndicats qui le souhaitent pour préciser les éléments de la réforme, pour répondre aux questions que se posent les cheminots, pour rassurer les cheminots, à la fois sur la façon dont se fera l'ouverture à la concurrence, notamment les conditions de transfert si un nouvel opérateur gagne un contrat, que nous allons aussi avancer pour avoir des garanties de haut niveau dans la branche. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter des réponses aux cheminots et de continuer à avancer dans cette réforme en étant ferme sur les principes, mais en étant dans le dialogue sur ces éléments qui ont été présentés aujourd'hui. Oui, mais Madame Borne, ça veut dire que vous jouez, si je puis dire, la partie avec l'UNSA et la CFDT contre la CGT et celui des forces ouvrières ? Écoutez, on n'est pas dans ce genre de jeu. Le gouvernement est dans le dialogue. Il appelle à avancer sur les sujets que j'ai mentionnés. Chacun prend ses responsabilités. Nous avancerons avec les syndicats qui sont prêts à proposer des amendements, avec qui nous allons examiner les propositions qu'ils vont faire. Nous avancerons également sur la dette et nous avancerons, je l'espère, avec l'ensemble des syndicats pour négocier une convention collective de haut niveau pour tous les cheminots. Est-ce que vous pensez que les Français... ils attendent de pouvoir retrouver des trains normalement. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent espérer une sortie de conflit avant la fin des mouvements de grève, avant la fin juin ? Je pense que c'est ce qu'on peut tous souhaiter. Cette grève, elle est très pénalisante, mais je pense que les Français sont aussi attachés à ce qu'on porte dans cette réforme, c'est-à-dire une amélioration du service public, plus de trains, des trains moins chers. C'est ça le sens de la réforme. On va investir sur le réseau et je pense que les Français attendent un meilleur service et c'est le sens de la réforme que porte le gouvernement. Elisabeth Borne, Guillaume Pépy, le patron de la SNCF, annonce ce soir qu'il y aura une indemnisation forte pour les usagers d'Île-de-France, que tous les billets TGV seront remboursables, qu'il y aura des abonnements TER à moitié prix. Quand ces mesures pourront-elles être mises en place selon vous ? Alors, écoutez, on a également rencontré des associations d'usagers qui veulent effectivement avoir des précisions sur les modalités de ce remboursement. Ces remboursements, ils interviendront sur les abonnements du mois de juin. Et moi, je demande à la SNCF, effectivement, de communiquer très clairement sur la mise en œuvre de ces remboursements qui sont très attendus par les usagers. Merci Madame Borne, ministre des Transports. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV de ce question-réponse. Thierry Arnaud, après cette journée de discussion, on a bien compris que le gouvernement, et c'est la phrase de Madame Borne, nous allons avancer, dialoguer avec les syndicats qui le souhaitent. Donc on mise peut-être sur une espèce de fissure ou tout du moins de divergence syndicale ? Oui, bien sûr. Si on veut faire une lecture très politique de cette journée, Alain, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, on est suffisamment lucide du côté du gouvernement pour savoir qu'on n'allait pas se retrouver à l'issue de ces conversations avec les leaders syndicaux ce soir avec une solution et une annonce que la grève était terminée, évidemment. L'objectif, il était double. Il était d'abord, effectivement, de commencer à entamer, à fissurer ce front syndical. C'est la condition sine qua non d'une avancée vers une sortie de ce conflit. Et de ce point de vue, on est plutôt globalement satisfait. Naturellement, la CFDT, par exemple, dit qu'elle continue la grève, mais elle dit aussi qu'elle est prête à discuter, à fournir des propositions. Et en réponse, le gouvernement annonce qu'il est prêt à intégrer certaines de ces propositions dans les fameux amendements qui seront ajoutés au texte lorsqu'il arrivera au Sénat le 25 mai. Mais l'objectif, c'est que chacun sait bien, syndicats d'ailleurs comme gouvernement, que cette partie, elle se joue aussi beaucoup naturellement
devant l'opinion publique, Alain, devant les Français. Et ce que pensent les Français, leur proportion à soutenir ou à condamner ce mouvement, tout ça, c'est évidemment également déterminant pour la suite. D'où la volonté du gouvernement de vouloir dire aujourd'hui qu'il était ferme sur les sujets essentiels, le statut des cheminots, la gouvernance de l'entreprise, l'ouverture à la concurrence, mais qu'en quelque sorte, il était à la fois raisonnable et constructif. Et puis il y a eu cette petite habileté aussi politique, il faut le dire, qui a consisté aujourd'hui à recevoir non seulement les syndicats, mais les représentants des usagers, une manière de rappeler aux Français naturellement tous les désagréments qu'ils subissaient depuis le début du conflit. Thierry Arnaud, et donc cette journée intervient alors qu'on entre dans la 8e séquence de grève sur les chemins de fer. Ça a commencé à 20h, ça se termine jeudi à 8h du matin. Voilà pour les prévisions du trafic SNCF. Autre conflit dans les transports à Air France, 80% des vols sont assurés, mais aujourd'hui la compagnie n'a plus de PDG et l'intersyndicale se retrouvait, une réunion pour voir quelles propositions formuler. Le point avec leurs représentants à la sortie de cette réunion aujourd'hui. Alors ce qu'on a décidé, c'est qu'on communiquerait déjà en premier aux salariés et que le projet est toujours en cours d'écriture, donc on communiquera demain dans la journée la position de l'intersyndicale. L'intersyndicale, depuis le début, est unie, bien qu'il y ait eu des tentatives pour la fissurer ou la casser. Nous sommes toujours aussi soudés que nous l'étions le 22 février. Alors, Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique, impasse sociale pour le moment. Le conflit continue, les salariés ont fait des efforts, ils estiment leur demande d'augmentation légitime, à tort ou à raison ? C'est ça qui est compliqué, c'est que il y a deux façons de lire aujourd'hui cette grève. La première, c'est de considérer l'entreprise en vase clos. Et là, effectivement, on peut se dire certains salariés n'ont pas eu d'augmentation depuis 2011. Alors, même si vous avez des augmentations automatiques qui font quand même que la fiche de paye a été un peu revalorisée. Mais c'est vrai, les salariés ont fait des efforts. Ils peuvent se dire, bah oui, Air France va mieux, donc il est normal que nous touchions les fruits de ce redressement. Le problème, c'est que Air France ne vit pas en vase clos. Air France vit dans un environnement qui est un environnement concurrentiel féroce. Et que dans cet environnement, Air France affiche, notamment sur le plan des frais de personnel, une performance bien plus mauvaise que celle de ses concurrents, puisque les frais de personnel, c'est 30% des coûts de fonctionnement d'Air France, c'est 22% chez Lufthansa, 20% chez British Airways, en partie à cause des salaires, mais aussi à cause des charges sociales qui font que si vous voulez payer un pilote 100 chez Air France, par exemple, il faut payer en 274 €, alors que c'est 106 pour un pilote d'Emirates. Justement, le secteur aérien, il est ultra concurrentiel. Oui. Est-ce qu'Air France reste une compagnie internationalement compétitive ? Non, aujourd'hui Air France est moins compétitif que la plupart de ses concurrentes. Air France aujourd'hui, clairement, sur aucune destination, n'est ni la compagnie qui offre les meilleurs services, ni la compagnie qui offre les prix les plus bas, et c'est même pas la compagnie la plus sûre. Donc c'est ça le défi d'Air France, et c'est pour ça que les marchés financiers ont tremblé aujourd'hui, tout simplement parce que il y a que deux solutions possibles. Soit la nouvelle direction poursuit ce chemin vers la compétitivité, mais le défi à ce moment-là, c'est de réinstaurer un nouveau dialogue social chez Air France, ou bien le gouvernement et les actionnaires choisissent d'acheter la paix sociale avec une direction finalement qui ne fera pas de réforme. Et là, ce qui attend Air France, c'est le déclin, c'est le sort d'Alitalia, voire pire, Swissair ou Sabena, qui un temps avait disparu, voire un destin encore plus funeste comme celui de la SNCM, qui n'a pas su s'adapter en Méditerranée sur la concurrence. Donc oui, vraiment, Air France n'est pas aujourd'hui une entreprise au niveau de ses concurrentes, et ce qui serait paradoxal au moment où quand même on nous annonce un marché mondial qui va doubler dans les 20 prochaines années. Emmanuel Le Chypre. Moscou et une cérémonie aujourd'hui pour la 4e fois. Le Kremlin a accueilli l'investiture, le déroulé de l'investiture de Vladimir Poutine, réélu président de la Russie, avec plus de 76% des voix. C'est d'ailleurs son record électoral, si je puis dire, à Vladimir Poutine, qui vient de recevoir à l'instant les félicitations de Donald Trump. Ulysse Gosset, la Russie repart donc pour 6 années avec Poutine. Qu'est-ce que cela signifie pour la population ? Pour les Russes, c'est essentiellement la continuité. Poutine l'a dit, son slogan tient en 3 mots,
puissance, gloire et prospérité. Alors ce qui intéresse les Russes, c'est la prospérité, car le niveau de vie a beaucoup baissé ces dernières années, moins 11%. Et donc l'objectif annoncé de Poutine, c'est d'améliorer la vie des gens, réduire la pauvreté, augmenter les salaires et les revenus. Ce ne sera pas facile évidemment, mais c'est son objectif. Il veut que son héritage d'après soit garanti et cela va prendre un certain temps pour redresser l'économie russe. C'est vraiment sa priorité. Ne vous attendez pas à une libéralisation du régime, mais la question qui se pose surtout, c'est est-ce qu'à la fin de ce mandat, il aura 72 ans, est-ce qu'il repartira pour un autre mandat, bien que la Constitution l'interdise? C'est une question que tout le monde se pose encore aujourd'hui. Alors ça, c'est pour la politique intérieure. Qu'en est-il à l'extérieur? Qu'est-ce que cela peut changer pour la diplomatie européenne ou internationale? Eh bien, incontestablement, Poutine est devenu l'un des hommes clés de la scène politique mondiale, et surtout au Proche-Orient, en Syrie, bien sûr, où la puissance militaire de la Russie, avec son intervention, fait qu'il est un acteur majeur de toute solution, ou pas d'ailleurs, dans la Syrie d'aujourd'hui, où il y a actuellement une véritable montée de la tension avec un risque de confrontation entre l'Iran et Israël en Syrie même. Donc, vraiment, zone de très haute tension. Il y a toujours l'Ukraine, qui n'a toujours pas, si vous voulez, quitté véritablement, qui est toujours déstabilisée. Et à la clé, il y a les sanctions occidentales, américaines et européennes. Si Poutine ne bouge pas, eh bien, les sanctions vont continuer, ce qui affaiblira encore l'économie russe. Et puis globalement, si vous voulez, ce que veut Poutine, c'est rester dans l'histoire comme l'homme qui a restauré la grandeur de la Russie. On peut dire que dans la première partie de son règne, qui a déjà duré 18 ans, il y est parvenu. La question est de savoir si dans les années qui lui restent au pouvoir, c'est-à-dire les 6 prochaines années, ça fera presque 25 ans, un quart de siècle qu'il tiendra d'une main de fer les rênes de la Russie. Est-ce qu'il transformera son mandat pour rester dans l'histoire comme un dirigeant qui aura vraiment réussi à changer la vie des Russes? C'est la vraie question, à nouveau, en sachant que pour l'instant, les droits de l'homme, la liberté de la presse et des médias, tout cela a été remis, je dirais, aux oubliettes de l'histoire. Ulysse Gosset, demain c'est la finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain affronte les Herbiers, le club vendéen, c'est une équipe de nationale. Alors les joueurs ont foulé la pelouse du Stade de France. Aujourd'hui, une sorte de reconnaissance avant le grand rendez-vous face aux stars. Et il y a eu la traditionnelle conférence de presse pour l'équipe et l'entraîneur. Je trouve que c'est une finale grandiose, très honnêtement, parce que elle rassemble tout le football. Voilà, la partie amateur et la partie professionnelle. Il y aura du talent, des joueurs de top mondial avec le Paris Saint-Germain, et il y aura des joueurs amateurs, mais avec beaucoup de cœur et de solidarité. Donc voilà, ce sont des valeurs du football, et je trouve que justement, c'est une bonne publicité. Et nous sommes en direct du bar des sports du côté des Herbiers avec Antoine Hollard pour BFM TV. Alors les joueurs reconnaissent bien volontiers qu'ils n'ont aucune chance demain. Ils sont contents bien sûr de la jouer. Mais c'est toute une commune, voire toute une région qui va pousser son équipe demain soir. Exactement, il y a une effervescence ici dans la commune qui est absolument extraordinaire. Toute la ville s'est parée des couleurs rouges et noires de l'équipe, à commencer évidemment par le Café des Sports que vous voyez ici. On voit les maillots, les écharpes et puis ce t-shirt déjà collector, la finale Coupe de France 8 mai 2018, une date déjà historique pour tous les supporters ici. Alors quand on parle avec eux, il y a les plus lucides qui disent ça va être très difficile, l'exploit est quasiment impossible. Si on prend peu de buts, si on limite la casse, ce sera déjà pas mal. Et puis il y a ceux qui se prennent à rêver. On peut tenir le match nul et puis peut-être aller jusqu'au tir au but. Et là, tout est possible. Pourquoi pas ramener la coupe en Vendée? Quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat ce soir, tous nous le disent, demain, on fera la fête. L'objectif, d'une certaine façon, est déjà atteint. Les Herbiers figurent désormais sur la carte de France. Cette finale, c'est une promotion absolument extraordinaire. Un habitant nous disait tout à l'heure, d'habitude, les Herbiers, on disait, c'est la petite commune à côté du Puy du Fou. Et bien désormais, c'est presque l'inverse. Le Puy du Fou, c'est la petite commune à côté des Herbiers que tout le monde désormais connaît. Et vous voyez ici dans le café, eh bien l'ambiance monte déjà. Ils seront 15 000 supporters demain au Stade de France pour pousser leur équipe. Qu'est-ce que ce sera demain soir? Dans un instant, News et compagnie avec Nathalie Lévy, ses chroniqueurs, ses invités. Tout de suite, la météo. Sandra Larue, bonne soirée sur BFM TV.